à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Diagonale. Très heureuse de vous retrouver pour ce sujet au carrefour de la technologie et des métiers des groupes. Le DSI ou CTO s'impose de plus en plus comme le pilier, l'homme ou la femme incontournable des organigrammes. Alors pour répondre à ces questions, comment son rôle s'est-il transformé? Comment contribue-t-il à réguler et faire évoluer les pratiques des collaborateurs? Ou encore, à quoi ressemblera le DSI de demain? Nous avons invité sur ce plateau deux DSI au profil, vous allez le voir, complémentaires. Stéphane Rousseau, pour commencer, merci d'être avec nous. Vous êtes DSI du groupe Eiffage. Votre groupe présent sur des milliers de sites a développé une stratégie IT avec notamment pour objectif de faire évoluer les usages des collaborateurs dans un secteur, il est vrai, traditionnel, la construction, mais on verra que ça va bien au-delà de la construction. Alors, et vous avez également la particularité d'être directeur général d'une structure juridique qui est dédiée et qui regroupe l'ensemble des fonctions IT du groupe. Et vous nous expliquerez dans quelques instants quel est l'intérêt de cette forme juridique. Lionel Chesne, merci également d'être avec nous pour cette émission, DSI de la branche service courrier colis du groupe La Poste, et vous vous décrivez vous-même, comme le DSI des facteurs. Vous avez conduit ces dernières années la transformation digitale très très importante de votre groupe afin d'accompagner justement l'évolution des missions de services. Et on va voir que des services, il y en a de plus en plus et presque chaque jour de nouveau pour les facteurs. Vous nous apporterez votre point de vue donc, sur les futurs défis à relever par votre profession et ils sont nombreux. Pour lancer cet échange, je propose une première question pour chacun d'entre vous. Lionel Chesne, tout d'abord, on le voit bien au sein des grands groupes, la DSI évolue, se transforme, mais est-ce qu'elle a fait partout sa révolution? Alors partout, peut-être pas, mais en tout cas, dans beaucoup d'endroits, en tout cas tous les DSI que je croise, on est au cœur de cette transformation-là et on voit que c'est un vrai sujet et c'est une vraie réalité pour nous tous. Et si je prends juste mon exemple, moi, de DSI, effectivement, au sein de La Poste, clairement, on y est. Et oui, en peu de temps, on a fait en sorte que ce digital qui disrupte, je dirais, notre métier historique, vous recevez des mails à la place de courrier, aujourd'hui, ce même digital nous transforme et transforme nos facteurs à travers quelque chose qui est un simple téléphone mobile qu'on appelle Factéo et qui fait qu'aujourd'hui nos facteurs partout en France, 6 jours sur 7, deviennent des acteurs du digital et de l'humain, parce que je pense que le sujet est en deux parties et que dans ce monde digital on a besoin d'humain et aujourd'hui on a plein de nouveaux services qui sont possibles grâce à ce même digital qui nous transforme. Le digital qui est à la fois à l'origine de la baisse du courrier mais en même temps qui offre des opportunités pour se réinventer pour demain. Alors Stéphane, vous êtes à la tête d'une DSI qui, elle, est juridiquement indépendante, je l'ai dit en introduction. Quel est l'intérêt de cette structure juridique dédiée? Alors j'y vois principalement 3 avantages. Le premier, c'est en termes social ou ressources humaines. Ça permet d'avoir une entité dans laquelle vivent les informaticiens, qui n'ont pas forcément les mêmes contraintes, les mêmes rythmes de travail qu'une holding, une direction financière. Et donc ça permet, y compris d'ailleurs dans le dialogue avec les instances représentatives, d'être entre gens de métiers. Le deuxième côté qui est assez intéressant en termes de gouvernance, c'est que ça donne un vecteur juridique qui permet de porter tous les actifs matériels et immatériels, les actifs informatiques de l'entreprise. Donc il y a une vocation patrimoniale. Et puis, un troisième avantage, c'est que au-delà d'une simple gestion budgétaire de projet ou de run, c'est une gestion complète d'une entreprise qu'il faut avoir et donc un niveau d'exigence effectivement un petit peu plus important. Après, ce n'est pas une fin en soi, c'est un modèle qu'on retrouve peu, mais qui existe. Alors, on va réfléchir justement à l'avenir de votre profession et surtout des nouvelles compétences, parce que ça, c'est évidemment très important, qui sont demandées aux professions technologiques. Et les Éco-Publishing sont allés à la rencontre d'Armelle Bourdaine, directrice de l'emploi, des compétences et des parcours professionnels du groupe Orange. On l'écoute. On fonctionne en mode agile, on fonctionne avec le client, qu'il soit externe ou interne, et donc ça change aussi considérablement les façons de travailler et nécessite des compétences spécifiques. Des compétences sur la capacité à travailler en équipe, à travailler autour d'un objectif commun, écouter les métiers par exemple, ce qui n'est pas toujours chose aisée, sont des compétences absolument clés.
la capacité à se faire comprendre, à s'exprimer de façon percutante et convaincante. Tout ça, ce sont des nouvelles compétences qui étaient peut-être considérées comme anecdotiques il y a encore peu de temps et qui sont en train de prendre vraiment de l'ampleur parce que c'est avec ces compétences-là que nous pourrons réellement adresser des nouveaux modes de production, nouveaux modes de travail. Donc on a besoin de s'assurer que les gens finalement qu'on recrute et qu'on forme vont avoir cette curiosité, cette envie et cette capacité d'apprendre tout le temps. Si on prend les métiers du développement, on trouve sur le marché des cadors du développement, mais qui travaillent beaucoup en solo. Ces gens-là n'ont pas forcément leur place et n'apporteront pas forcément la valeur qu'on attend dans une organisation où finalement le collectif est plus important qu'une performance individuelle. Et donc ça permet d'aller chercher des profils différents. Et puis, ça doit permettre d'aller chercher aussi plus de profils féminins, parce que dans le domaine de l'IT, nous avons un vrai sujet de pauvreté de profils féminins. Sur les DSI de demain, moi, je ne suis pas persuadée qu'ils aient besoin d'être très techno et qu'ils aient la capacité de comprendre l'écosystème et de comprendre de quoi parlent leurs équipes. Mais les experts, ce ne sont pas eux. Ils doivent être des change makers parce qu'ils ont besoin d'engager leurs équipes dans la transformation, dans une autre façon de travailler, dans une autre façon d'opérer, une autre façon de recruter, de former. Ils doivent être innovants aussi, je pense, parce que le SI doit porter l'innovation. Donc je pense que c'est des profils qui potentiellement sont très différents de ceux qu'on recrutait il y a quelques années. Vous retrouvez dans ce portrait le DSI qui n'est pas forcément expert, qui ne vient pas forcément d'un milieu informatique et qui est plutôt presque un coach du changement. Ça vous parle ? Très clairement, je pense qu'aujourd'hui, la transformation et la complexité de la révolution digitale qui est en train d'être mise en œuvre nécessite qu'on change beaucoup, notre appréciation. Et je me retrouve beaucoup dans l'agilité, ce que j'appelle l'état d'esprit agile ou l'agile mindset, si je fais un peu d'anglais. C'est quelque chose qui est vraiment important parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui est très incertain, dans lequel beaucoup de choses peuvent changer très vite, on nous demande d'être, adaptable en permanence, c'est-à-dire un informaticien qui ne se remet pas en cause, c'est un informaticien qui très vite devient obsolète, comme nos systèmes. Et donc là. Et aujourd'hui, cette compétence-là, qui est en fait une compétence plus interpersonnelle qu'une compétence, dure, de connaissances, etc., c'est quelque chose qui est très très important parce qu'elle va nous suivre tout au long de notre carrière, surtout nos équipes, globalement. Et aujourd'hui, il faut vraiment changer des entreprises qui étaient à une époque gérées par des chefs de projet, dans des organisations un peu hiérarchiques et pyramidales. Aujourd'hui, on est beaucoup en équipe autonome, moi j'appelle ça des pizza teams, globalement. Et aujourd'hui, cette intelligence collective face à la complexité, ça nécessite un total changement de posture de nos équipes et bien sûr du DSI qui doit l'idée et transformer nos pratiques. Qui doit booster justement ces nouvelles pratiques. Vous partagez également ces évolutions ? Oui, tout à fait. Et ce que disait Armelle Bourdain pour commencer, on n'aurait plus à l'époque des grands projets de 12 mois. Et j'ai envie de dire 24, 36 mois. Ouais. Maintenant, toutes les grandes DSI ont terminé leur déploiement de RP, leur déploiement de gros systèmes. Voilà, c'était ce qui nous a occupés ces 10 dernières années. Et maintenant, nous sommes vraiment carrément passés à autre chose pour lesquelles il faut cette réactivité, cette curiosité. C'est vraiment fail and trial. Il faut essayer, il faut revenir en arrière, il faut être agile, il faut s'adapter. On n'est plus dans des grandes lignes droites, toutes tracées, sur lesquelles on va savoir de semaine en semaine et de mois en mois ce qui va se passer. Et c'est pas la même mentalité. On voit aussi l'avènement des développeurs. Il y a 10 ans, les développeurs étaient sous-traités offshore, dans des pays lointains. Aujourd'hui, on se les arrache parce que finalement, le développeur dans la maison, c'est ce qui permet d'aller le plus vite possible et de s'adapter s'il faut changer le cours de l'action. Est-ce que, de votre côté, pour le groupe La Poste, finalement, la transformation que vous avez menée, est-ce que ça permet d'illustrer tout ça, justement, au sein du groupe ? Oui, en fait, ce que j'évoquais tout à l'heure, la complexité, c'est effectivement une complexité de ce qu'on a à construire que nos prédécesseurs n'ont pas construit, puisqu'il faut intégrer du temps réel, des éléments de technologie, de la mobilité, etc.
mais c'est surtout une complexité au sens business et métier. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, on n'a plus un seul sujet où on travaille qu'avec un seul donneur d'ordre ou une seule entité, une seule organisation. Et donc on doit intégrer, je dirais, moi j'appelle ça des autoroutes informatiques, des besoins, je dirais, qui nous viennent de plusieurs business units, de plusieurs métiers. Et donc d'ailleurs, y compris nous, métiers qui devons gérer l'obsolescence, la gestion de notre vieille informatique et construire la nouvelle, on doit gérer cette multiplicité de donneurs d'ordre, cette multiplicité d'acteurs. Avec de la cohérence, avec, quand même tout à de fait. La cohérence. Avec de l'urbanisation et des choses, je dirais, quand vous construisez une ville, il faut quand même avoir un plan. Donc on est là pour avoir le plan. Mais pour autant, quelle rue, quel bâtiment on va construire dans quel ordre, maintenant on doit être très adaptable et les priorités peuvent changer plusieurs fois. Avant, on faisait 4 versions par an de grands systèmes. Aujourd'hui, on travaille à 3 mois dans des boucles courtes. Et nos équipes délivrent tous les 15 jours, on met en production tous les mois. Et donc, on voit que le rythme s'est beaucoup accéléré. Comme on évoquait, on fail vite, donc on fail fast. C'est-à-dire qu'on peut se rater, mais on doit le faire rapidement pour justement apprendre, réapprendre. Et un mot que vous avez dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui, on est en transformation continue. Les grandes marches qui étaient de dire je développe le grand système qui, le grand jour, démarre. Maintenant, en fait, on fait ce que j'appelle, moi, la théorie des petits pas. Et donc, petit pas par petit pas, finalement, on avance plus vite. Mais effectivement, on avance dans des choses qui sont beaucoup plus, je dirais, au contact du client. Parce qu'en fait, notre vraie révolution, c'est quoi ? C'est être centré autour de notre client. Pendant très longtemps, on a dit qu'on mettait le client au cœur. Je dirais que maintenant, cette transformation digitale met vraiment notre client au cœur et on est obligé de s'adapter en permanence à ce client-là qui est de plus en plus volatile, qui change d'avis, qui change de modèle économique. Et donc, on doit s'adapter autour de ce client-là et c'est ça qui fait notre révolution. Alors le client pour le groupe La Poste, on comprend bien, on voit les services facteurs directement pour les clients. De votre côté, est-ce que vous avez la même définition de ce DSI en permanence en lien avec la stratégie et tourné client ? Est-ce que c'est pareil de votre côté ? On peut dire que c'est pareil. Et c'est vrai que dans un domaine plus traditionnel comme la construction, on voit moins le rôle de l'IT au quotidien. Il y a d'autres secteurs où chaque geste métier est une transaction informatique. Dans la construction, sur le chantier, ça n'est pas encore complètement ça. Et c'est vrai que chez FH, nous avons vraiment à cœur de réduire la fracture numérique entre le bureau et le chantier. À l'instar de la Poste, nos vrais opérationnels ne sont pas dans les bureaux, mais sont sur le terrain. Et donc les enjeux de mobilité. Et finalement, notre stratégie pour les prochaines années, ayant en place tout le backbone informatique, toute la structure de la donnée et de nos systèmes de gestion, notre grand défi maintenant, c'est de numériser les gestes séculiers de la construction pour avoir plus d'efficacité, plus de pertinence, plus de prévention d'accidents aussi, puisque nous faisons un métier dangereux et que le numérique peut vraiment aider à sécuriser le travail de nos compagnons sur les chantiers. Donc voilà, c'est ça. Et puis, nous construisons en B2B, mais pour un client final éventuellement, et donc finalement dans la construction d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'une route, d'une voie ferrée, on commence également à intégrer une couche numérique qui servira à l'usage et non pas simplement au moment où on livre l'ouvrage. Et puis demain, tous ces villes connectées, ces immeubles connectés, on aura de l'informatique partout. Alors, on développe des métiers d'aménageurs. Maintenant, nous sommes des aménageurs urbains. Le smart building et la smart city sont des vraies réalités. Et les collectivités locales, les grandes villes, sont de plus en plus sensibles à ce que l'on arrive à améliorer la vie des usagers et la vie des citoyens de toutes les façons possibles, et donc y compris grâce au numérique. On retrouve aussi ce numérique dans tous les domaines du groupe. Là, on a beaucoup parlé des services facteurs. C'est une révolution qui est en cours partout dans le groupe ? Tout à fait. Donc dans le groupe, bien sûr. Donc je vous donne un certain nombre d'exemples. Aujourd'hui, nos facteurs, par exemple, délivrent plus de 80 services nouveaux qui n'existaient pas il y a 3 ans. Ils prennent des photos géolocalisées, ils veillent sur vos parents, c'est-à-dire qu'un facteur peut venir visiter vos parents si vous êtes à distance et que vous ne pouvez pas voir vos parents. Donc on a des vrais enjeux autour de la silver economy. On a des missions liées beaucoup à la transition énergétique aussi. On recycle, en même temps que le facteur vient vous livrer du courrier, il récupère vos tonnerres d'imprimantes. On a tout un système qui permet, avec différents partenaires, de recycler tous ces éléments. On voit qu'on a plein de métiers qui n'existaient pas encore il y a 3 ans, qu'on peut faire grâce à ce digital-là. Et ça peut se faire que dans un écosystème large. Donc on parle effectivement des autres métiers du groupe. Donc nous, on a une banque,
Donc on a un réseau, mais ça se fait aussi avec d'autres partenaires. Je vous donne un exemple, le recyclage des décès se fait par exemple avec Suez dans une filiale commune qui s'appelle Recygo. Et donc ça veut dire que notre système d'information est de plus en plus ouvert et intégré pour justement apporter plus de valeur, parce que le sujet il est là, donc comment développer de la valeur, et c'est forcément en intégrant, en développant, je dirais, de l'interaction, de l'interactivité. Justement, est-ce que c'est facile de changer d'image en interne, de passer de ce gardien de citadelle que j'évoquais tout à l'heure à vraiment voilà, l'homme au cœur des stratégies et surtout qui devient vraiment un conseil très précieux au plus proche du développement des métiers? C'est facile ou pas? C'est pas très facile parce qu'il faut le faire, mais il faut quand même rester le gardien de la citadelle. Voilà. Et que la citadelle est toujours là. La citadelle est un peu plus protéiforme. On n'est pas simplement dans le matériel, la sécurité, mais la citadelle, ça va être aussi de pouvoir donner au métier une donnée qualifiée, propre, structurée, sur des référentiels, sur des modes d'acquisition. Ça, ce sont des métiers nouveaux. Et je pense que c'est la DSI qui doit fournir également ce service, donc tout ce travail de la data. Et puis à côté, effectivement, il faut être en situation de conseil, en situation d'éveil. Je pense que le DSI et ses collaborateurs doivent être des gens très curieux et très à l'écoute. C'est ce qui est évoqué dans le reportage par Mme Bourdaine. Voilà. Oui, et j'imagine que c'est parfois un peu frustrant pour les managers qui ont plein d'idées. Oui, alors on fait faire ça, ça va être très simple avec l'informatique. Et vous êtes là aussi pour dire, attention, il faut que ça reste cohérent. Enfin, ça ne doit pas être simple aussi à gérer. Le mot simple, en fait, mes équipes ont travaillé ensemble le pourquoi donc, de notre DSI. Et donc, notre maxime, c'est donc rendre possible, simplifier au service de tous. Et en fait, je pense que c'est toutes ces missions-là à la fois. Et c'est en ça qu'effectivement, c'est complexe qu'on a à faire. Et donc, le rendre possible, c'est oui, le digital, oui, la technologie rend des choses possibles qui n'étaient pas avant. Simplifier. Globalement, il faut qu'on simplifie la vie de nos opérateurs. Nous, aujourd'hui, on a des missions très multiples pour nos facteurs. Il faut qu'en guillemets, ils soient assistés, guidés dans leur mission, parce qu'effectivement, de plus en plus de missions sont protéiformes. Et faire simple pour l'utilisateur, c'est en fait souvent complexe pour l'IT. Et au service, parce que ce qu'on évoquait, c'est que la citadelle, elle est toujours là, c'est-à-dire que nos systèmes doivent tourner avec des niveaux de service qui sont de plus en plus importants, rentrer dans le monde des services. Alors, il y a des méthodes agiles qui viennent directement des méthodes DSI. Est-ce que vous pensez que ça a impulsé de nouvelles façons de faire, d'une façon plus générale dans les entreprises? Est-ce que vous êtes à l'origine de ces transformations de façon de faire, de façon de travailler? Les méthodes agiles, on les trouve dans d'autres domaines que dans le domaine du développement informatique, mais c'est probablement là qu'elles trouvent vraiment toute leur pleine capacité à créer de la valeur. C'est vrai que nous le faisons de plus en plus parce que dans le mot agilité, on retrouve l'idée de vitesse et les grands cycles en V où quelques sachants vont se réunir pour définir des besoins, écrire une spécification, une expression des besoins qui sera ensuite transformée, codée et testée. On n'a plus le temps de faire ça. Et puis on s'aperçoit aussi les référentiels ont changé. Aujourd'hui, le particulier, il a du numérique dans toute sa vie et a un numérique de qualité. Et donc, finalement, on s'aperçoit aujourd'hui que ce qui compte, c'est ce qui se voit. Ce qui compte, c'est la façon dont on va interagir avec une solution. Et finalement, l'ergonomie, pour nous, devient un critère déterminant d'adoption. Ça n'est pas forcément la pertinence du processus, la qualité de la donnée, la rapidité d'exécution. C'est l'ergonomie, c'est la façon avec laquelle l'utilisateur va rentrer en relation avec un système, avec un minimum de formation, en ayant juste sa propre intuition, et de lui donner finalement au moins le même niveau de qualité que ce qu'il a à la maison. Et pour ça, finalement, faire des interfaces utilisateurs qui soient vraiment de bon niveau, la méthode agile le permet facilement. Vous êtes Tout à fait, l'agilité au cœur de notre transformation. Donc nous, on est passé ce qu'on appelle à l'agilité à l'échelle, avec effectivement 4 grands drivers. Donc je pense qu'on a besoin de qualité. Donc paradoxalement, donc la qualité développée par des méthodes agiles, sur lesquelles nos équipes sont aussi beaucoup plus engagées. Donc l'engagement de nos équipes dans des équipes autonomes n'a rien à voir que dans des grandes organisations. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler cette autonomie. Donc on améliore la qualité, on réduit aussi nos coûts. Globalement, il y a des gros enjeux autour de nos coûts qui sont donc voilà. La vélocité, tu l'as évoqué, donc est quelque chose vraiment important, et parce qu'on est face à une demande exponentielle, c'est-à-dire que nos
métier nous demande de plus en plus de choses, avec de plus en plus de vélocité, dans un coût moindre et pour une meilleure qualité. Donc cette équation-là, l'agilité, et notamment l'agilité à l'échelle, nous permet de résoudre cette équation-là. Tout ça, c'est ce que nous, on a fait et qu'on continue de faire avec des résultats plutôt intéressants. Parce que nos équipes se retrouvent aussi dans ces méthodes-là. Elles sont plus autonomes, elles savent mieux travailler ensemble. Et l'agilité, ce qu'on croit souvent, c'est effectivement on peut plus donner de latitude au métier. Oui, mais dans un cadre très, très organisé. Ce sont des méthodes très exigeantes. C'est-à-dire que le manifeste de l'agile appliqué et, je dirais, l'agilité à l'échelle, c'est quelque chose de très, très organisé. Deuxième partie de cette émission, nous allons nous attacher au profil encore un peu plus du DSI de demain. On va aller encore un peu plus loin dans ce profil. Alors justement, pour répondre à toute cette agilité nécessaire, à toutes ces demandes des métiers, quelles compétences le DSI doit acquérir pour rester aussi performant demain? Quelles sont les qualités qui vous semblent vraiment indispensables pour être un bon DSI? Alors cette question, je vais me passer peut-être un peu à rebours par ce qui a été dit par Amir Boulden tout à l'heure. Moi, je pense que le DSI doit être quand même un technologue. Peut-être pas un spécialiste, un expert, mais c'est quand même d'abord et avant tout sa matière. On ne peut pas travailler un sujet que l'on survole, donc il faut connaître la technologie de l'information. Ça ne veut pas forcément dire être capable de programmer ou d'administrer une plateforme Unix, mais ça veut dire savoir de quoi on parle. Ensuite, le DSI doit être un manager. Alors c'est peut-être un petit peu tarte à la crème de dire ça, mais on l'évoquait dans le reportage, des profils nouveaux, des profils qui doivent évoluer, accompagner les collaborateurs dans leur transformation, leur faire changer diamétralement leur méthode de travail. C'est quelque chose de complexe et il faut vraiment les accompagner. Après, je pense que le DSI doit être un communicant, mais communiquer dans les deux sens. Il doit écouter, ça a été dit, mais il doit aussi expliquer, faire la pédagogie. On n'a pas encore parlé de cybersécurité, mais on sait bien que cybersécurité, c'est la technologie et la communication ensemble, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, le DSI, j'essaye de développer pour moi-même d'autres compétences en termes de gestion contractuelle, en termes de gestion financière, parce qu'on en est aussi là. Et le SI, pendant très longtemps, a été vu comme une fonction support, ce qu'il est sur une partie de ces sujets, mais aussi le SI est un métier. Parce qu'en fait, globalement, le SI doit avoir une vision de sa propre transformation et de son propre rapport, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui rend possible, c'est un enabler, c'est quelque chose qui nous permet de transformer ces éléments-là. Et l'idée, c'est qu'on doit de plus en plus communiquer sur les capacités du SI à changer nos métiers. Et nos rôles de DSI dans des grands groupes, c'est pas simplement gérer la technique, etc. C'est de comprendre le business de nos métiers, de comprendre nos clients et d'identifier dans toute la technologie qui arrive, toute la capacité qui est mise à notre disposition, comment on peut transformer et aider nos métiers à faire cette transformation-là. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Et après, il y a un point qui me tient à cœur. Je pense qu'en ce moment, en tout cas, mes 3 dernières années, j'ai été beaucoup un DSI DRH. C'est-à-dire que, grosso modo, la gestion de la ressource humaine, de la transformation de ce que j'évoquais tout à l'heure, de cet état d'esprit, c'est globalement quelque chose qui est très important, parce que globalement, il faut vraiment changer un certain nombre de pratiques, changer un certain nombre de postures, voire de croyances. C'est-à-dire que, globalement... Par exemple. Donc, aujourd'hui, croire que quand on est totalement autonome dans un monde interdépendant, croire que la réussite est personnelle, dans un monde où il n'y a plus de réussite qui ne soit pas collective, globalement, c'est quelque chose qui est profond à changer dans nos équipes. Changer ces croyances-là, c'est le job d'un DSI, DRH, on va dire, ou dans le bon sens du terme, globalement. Et donc aujourd'hui, on doit faire changer les croyances, y compris de l'image de ce que est la réussite et pour nos équipes. Et donc, on doit changer ça aussi dans cette phase de transition qui est importante. Et vous avez les outils méthodologiques, les formations qui vont bien pour justement acculturer l'ensemble des équipes et le DSI? Alors, la formation, il y a des choses théoriques. Donc voilà, il y a des patterns de méthodes. On va dire, nous, par exemple, on a utilisé quelque chose qui s'appelle SAFe pour l'agilité à l'échelle. Mais si vous voulez, ce sont juste des outils. La vraie transformation et les vraies formations des DSI, c'est de faire ses tours terrain, c'est d'aller voir ses équipes, c'est d'aller voir ses pairs, d'échanger beaucoup sur ce qui se passe dans le monde pour essayer et éprouver, je dirais, des nouvelles pratiques, parce qu'il faut être aussi très humble dans cette transformation-là. On essaie, on réussit des fois, mais des fois on échoue aussi, et donc il faut se remettre en cause en permanence, à mon sens.
transformation et puis qui va très vite. le DSI est un peu seul de son espèce dans son entreprise, et donc effectivement aller voir ses pairs dans le cadre d'associations comme le SIGREF ou comme d'autres choses permet d'échanger et de nourrir une intelligence collective. Comment vous le voyez? Est-ce que ça va bouger les lignes peut-être avec ces générations qui débarquent? Oui, je pense qu'on arrivera de plus en plus à de la responsabilité individuelle, même si le succès est collectif. Et je pense qu'on aura des organisations beaucoup plus plates, beaucoup moins hiérarchisées, beaucoup moins structurées. Effectivement, comme dit Lionel, les pizza teams. Donc il faudra être capable de se restructurer. Les pizza teams, c'est ça? Pizza team. Ah, ouais. Alors pourquoi pizza team, c'est si vous mangez une pizza à plus de 6, vous n'avez plus beaucoup à manger. Donc l'idée, c'est plutôt des équipes de 6, 7 personnes. C'est pour ça qu'on appelle ça. Et de façon collective. Exactement. Donc voilà. Ok, donc c'est ce qui se dessine pour demain, quelque chose de plus horizontal, moins pyramidal et des petites équipes qui avancent de façon agile. Tout à fait. Et autonome. Et autonome. Les femmes sont rares. Oui. Dans ce secteur. C'est important de changer cela, selon vous, et peut-être pour quelles raisons? Qu'est-ce qui vous semble important, la féminisation de ce métier? C'est un vrai sujet parce que globalement, on est déjà sur une problématique de guerre de talent, c'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, on manque d'informaticiens, on manque d'ingénieurs, donc c'est une réalité. Et se couper juste de 50% des talents d'une génération, c'est quand même un problème. Donc voilà. Et donc c'est quelque chose qui, pour moi, pas une cause nationale, mais c'est quelque chose sur lequel on doit se mobiliser. Donc nous, les DSI, et malheureusement encore à ce plateau-là, on voit qu'on a encore 2 hommes, mais je pense qu'on a quelque chose à changer, et notamment à changer en termes d'image, parce que je me posais la question pourquoi les lycéennes, parce que c'est le sujet, il est là, pourquoi les lycéennes ne choisissent pas ces métiers-là. Donc voilà. Alors je pense qu'il y a un peu, un stéréotype, de la filmographie globalement, qui est qu'un développeur, c'est quelqu'un qui a les cheveux gras, qui mange justement des pizzas, qui est un peu associable. Or, le métier, par exemple, de développeur est un métier de créatif. Donc, c'est un métier sur lequel vous pouvez faire des choses avec, vraiment de la création, donc globalement. Et aujourd'hui, on a une image qui n'est pas la réalité, je pense, qui est véhiculée au niveau de la... Je pense qu'il faut qu'on cible notamment les générations de jeunes lycéennes, donc globalement, qui ne voient pas la réalité de ce que sont nos métiers. Donc voilà, donc moi je le dis, mesdames, venez nous rejoindre. Donc on a des choses créatives, intéressantes et qui ont en plus de l'avenir. Donc voilà, donc changeons cette image-là et changeons aussi, nous, l'image des DSI. Et effectivement, mettons en avant toutes nos DSI féminines. Oui, et puis on peut ajouter que l'informatique est très inclusif. Voilà, l'informatique pour la diversité, l'informatique pour la mixité. L'informatique n'est pas une science d'homme. Une femme peut réussir aussi bien en informatique, et quels que soient les métiers de l'informatique. Effectivement, une femme DSI ou une femme développeuse, c'est pareil. Donc il ne faut pas s'interdire d'y aller. C'est créatif, c'est amusant, c'est social. C'est valorisé, il y a de l'emploi, donc il faut vraiment inciter les jeunes filles en lycée à se lancer dans des carrières du numérique. Le message est passé. Justement, comment promouvoir la place des femmes dans le domaine du numérique? Eh bien, c'est justement la question que nous avons décidé d'approfondir. Les Éco-Publishing sont ainsi partis à la rencontre de Femmes at Numérique, une initiative du SIGREF, qui regroupe une quarantaine d'entreprises et tout autant d'associations dont l'objectif est de sensibiliser les jeunes femmes, vous allez le voir, au métier du numérique. Nous avons fait un constat qui est catastrophique. Parce qu'aujourd'hui, dans les métiers techniques du numérique, il y a à peine 15% de femmes. Elles étaient 30% il y a 30 ans. Et si nous n'y prenons pas garde, elles seront moins de 10% dans 10 à 15 ans. Le SIGREF a été à l'initiative d'un grand mouvement en faveur de la féminisation des métiers du numérique. Pour cela, nous avons mobilisé un nombre d'acteurs importants pour créer la démarche Femmes at Numérique. Et cette démarche, aujourd'hui, repose sur 3 piliers. Un premier pilier qui permet de mobiliser aujourd'hui plus d'une 50aine d'associations. Un deuxième pilier qui est un pilier de financement à travers la création d'une fondation. Et enfin, un pilier institutionnel qui a la charge de mobiliser l'ensemble des pouvoirs publics, et notamment l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. On ne peut pas se satisfaire d'une société de plus en plus gouvernée par le numérique, dont les algorithmes qui irriguent de manière de plus en plus profonde tous nos secteurs d'activité ne seraient pensés, conçus, développés, exploités, administrés que par des hommes.
C'est pas possible, ça introduit des biais de genre évidents. Nous avons comme grand défi d'aller dans l'enseignement scolaire, d'expliquer à ces petites filles dès le primaire que les métiers techniques du numérique se déclinent également au féminin, que ce sont des métiers qui n'ont pas de genre, mais également il faut l'expliquer aux prescripteurs, aux parents, aux familles, aux enseignants, à tous les éducateurs, aux conseillers d'orientation. C'est pour ça que nous allons lancer des actions qui vont permettre de faire passer à l'échelle toutes ces belles initiatives qui sont menées d'ores et déjà par les associations, les opérateurs d'intérêt général qui sont membres du collectif Femmes Numérique. La pénurie de main-d'œuvre, elle est absolument cruciale pour l'avenir de la compétitivité de nos entreprises et pour la croissance de notre économie. On parle à l'horizon 2020-2022 de 200 000 emplois non fournis par des compétences en France. L'ambition de cette démarche Femmes Numérique, c'est qu'il n'y ait pas une petite fille, une adolescente, une jeune fille sur l'ensemble du territoire qui n'ait pas entendu à un moment ou à un autre ce message. Oui, les métiers du numérique, c'est aussi fait pour toi. C'est de faire en sorte que dans quelques années, on ait 40% de femmes dans ces métiers techniques du numérique. Vous partagez ce constat, je crois, messieurs, on en a parlé juste avant. Est-ce que se priver de femmes, c'est aussi passer à côté dans la conception des services, des nouveaux outils, eh bien, d'une sensibilité, ou en tout cas d'envie d'une moitié de la population ? La réponse est oui, et je dirais que les femmes dans nos équipes, on a besoin de mixité, ce qu'on évoquait, globalement, elles ont un apport fort, et donc des équipes avec des femmes, je crois qu'il y a des études qui le montrent, sont beaucoup plus efficaces que des équipes purement masculines, donc on a besoin d'efficacité, et donc on a besoin de femmes pour nous aider à faire tous les beaux chantiers qu'on a à mener. On a besoin d'autres regards, d'autres façons de s'exprimer, et donc la diversité, y compris la mixité, donc le permettront, il le faut. Oui. Vous allez promouvoir la mixité au sein de vos équipes. C'est pas facile. Voilà, vous le faites déjà. Troisième partie de cette émission, jusqu'où va aller le DSI, jusqu'où ira-t-il demain? On a évoqué ce profil qui va évoluer au fil de l'eau pour se renforcer et devenir presque un consultant IT interne. Est-ce que l'on peut parler de consultant IT interne? C'est un peu le point qu'on évoquait, mais c'est dire on doit permettre, et on doit donner, je dirais, de l'information pour que nos métiers puissent attraper au vol, je dirais, tous les possibles du numérique. Et ça, effectivement, c'est notre rôle, c'est d'éclairer ces choix-là, de faire de la veille d'une part et de proposer et de partager cette veille-là pour aider nos métiers à se focaliser. Et on fait ça à travers plein de sujets. Donc on a des programmes d'open innovation, on regarde les startups, on regarde la technologie, on regarde ce qui se fait ailleurs. Et c'est quelque chose qui est important au service de l'entreprise et de nos métiers. Oui, clairement, on regarde ce qui se fait ailleurs. Et dans des métiers de la construction comme celui que je sers, on essaie de voir si les systèmes informatiques qui sont déployés dans des domaines, par exemple comme dans le monde industriel, dans le monde de la production de masse, peuvent être adaptés dans nos métiers. Et là, dans ce cas-là, on n'est pas dans une démarche où un processus est en train de se transformer, on est en train de quasiment créer un nouveau processus à partir de quelque chose qui est complètement décalé initialement et qui paraît peu adaptable. Donc il faut vraiment apporter de l'innovation, apporter de nouvelles idées. Est-ce que demain, le DSI sera grand superviseur des data, les données, vous en générez de plus en plus? Est-ce que c'est lui qui doit se porter garant de ces data? Alors, il y a plusieurs sujets. Donc, la data, c'est un peu l'or noir de nos entreprises. C'est une grande partie de la valeur. Et sur la data, il y a aussi la façon dont on l'utilise et je dirais comment on peut utiliser cette donnée-là. Mes équipes sont auto-baptisées, une partie de mes équipes sont auto-baptisées une équipe de data intelligence. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien, je trouve que je l'aime bien cette idée-là, c'est-à-dire que la data en elle-même n'est rien s'il n'y a pas l'intelligence qui est apportée derrière, donc par des choses qui vont augmenter nos utilisateurs. Soit c'est sur des choses très en amont, sur des offres, sur des produits, comment concevoir et comment la data peut éclairer un certain nombre de choix, parce qu'on a des choix à faire en amont. De plus en plus, on voit que maintenant, la data nous sert, je dirais, de façon opérationnelle, en temps réel,
pour augmenter, permettre, je dirais, de la prise de décision très opérationnelle. Aujourd'hui, nos encadrants, nos facteurs ont de la data qui... Par exemple, donc voilà, on a plein de sujets sur lesquels on optimise, sur lesquels on interagit, par exemple, avec nos clients. Il faut savoir que quand on vous livre en Colissimo, on vous envoie un petit mail au dernier moment ou en avance de phase pour dire est-ce que vous êtes là ou est-ce que c'est pas là. Et on voit bien que cette information, cette interactivité en réel avec nos facteurs quand ils sont en train de livrer, donc avec des choix que vous pouvez avoir directement avec votre facteur, c'est possible grâce à cette data, je dirais, et grâce à cette assistance qu'on offre à nos opérateurs en temps réel. Et de plus en plus aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on sait de mieux en mieux prédire aussi avec l'historique de nos data. Et là aussi, c'est encore un autre pan donc de l'intelligence qu'on peut offrir, je dirais, à nos métiers. Ce sont les métiers qui doivent s'occuper de la data, mais j'ai l'impression que pour les prochaines années, la data, pour qu'elle ait un sens, il faut qu'elle soit collectée proprement, de façon exhaustive, qu'elle soit nettoyée, qu'elle soit cohérente, qu'elle soit sécurisée. L'intelligence de la donnée, c'est aussi par croisement de données de sources différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, au cœur de cette dynamique, ce sont vraiment les informaticiens qui y sont. Et il y a peut-être une maturité qui viendra ultérieurement où on pourra rendre la donnée complètement aux gens du métier. Un dernier point qui me semble important et particulièrement pour l'avenir de la planète, c'est le virage green à effectuer dans vos métiers. Les responsabilités écologiques rentrent désormais dans vos attributions. Messieurs, quelles sont les solutions que vous voyez pour amorcer concrètement ce virage green ? Alors, c'est vrai que chez Eiffage, par notre activité principale, nous sommes très conscients de ces sujets-là et nous sommes vraiment engagés dans une stratégie bas carbone très forte, à la fois dans ce que l'on fait, dans notre propre empreinte carbone, et je dirais dans une stratégie d'évitement pour l'usage qui est fait ensuite de nos ouvrages. Et j'essaie d'appliquer à la DSI cette même dualité. C'est un sujet qui est compliqué parce que c'est difficile de le mesurer. Et aujourd'hui, les méthodes et les approches pour faire un bilan carbone d'une DSI ne sont pas encore aussi éprouvées qu'un audit en cybersécurité ou l'application d'une méthode de gestion de projet. Et ça reste compliqué. Je sollicite beaucoup mes fournisseurs. Parce que je pense qu'eux ont réfléchi, eux, comme beaucoup, font de l'impact carbone un argument commercial, et c'est très bien, et c'est vertueux. Et je crois que les fournisseurs doivent également nous accompagner dans ces dynamiques-là pour qu'on puisse après relayer le message en interne et expliquer le bon usage de l'informatique, voire entraîner une certaine sobriété numérique pour éviter la gabegie, la surconsommation d'espace, d'énergie, de traitement, etc. Donc je crois qu'on n'en est encore qu'au début. Oui. Il y a une vraie sensibilisation sur ce sujet-là. Très clairement, je dirais qu'il y a quelque chose qui, en plus, nous pousse, c'est nos jeunes recrutés qui ont effectivement, sans doute plus que nos générations, cette conviction, cette attente chevillée au corps, donc globalement, et aujourd'hui qui nous pousse très clairement sur le sujet. Donc nous, par exemple, aujourd'hui, mes équipes de développement arrêtent leurs environnements le soir en partant ou le week-end. On est vraiment dans une logique où nos équipes ont vraiment pris conscience et prennent en main ces sujets-là. Et on voit bien que la responsabilité sociale et environnementale d'une entreprise, et la Poste, nous, on est neutre en carbone depuis déjà maintenant plusieurs années, est quelque chose qui attire et qui, quelque part, une attente forte de nos équipes de DSI, donc, mais pas que, je pense, et y compris dans le cadre de la raison d'être, puisqu'on a la loi Pacte, qui est donc tout à fait. Et donc c'est quelque chose qui est important. Donc pour nos équipes. Et je pense qu'on a encore beaucoup de cheminement, de progrès à faire, parce qu'effectivement nos data centers consomment de l'électricité, donc globalement, et donc on doit optimiser ces sujets-là. Et ce qui est bon pour la planète est souvent bon en plus pour nos coûts. Donc voilà. Vont avec et c'est vertueux. Merci beaucoup, un grand merci pour votre présence dans cette émission et toutes ces explications sur ce sujet et l'avenir des DSI. Merci beaucoup. Merci à vous également pour votre attention et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Diagonale.